Donc la question qu'on va maintenant se poser, c'est quelle quantité de bien X et de bien Y, donc ça c'est pour appréhender de manière générale la problématique de cette vidéo, quelle quantité de bien X et de bien Y le consommateur devrait-il se procurer. Donc autrement dit, on va s'intéresser à la combinaison de bien X et de bien Y qui va lui permettre de maximiser son niveau de satisfaction tout en respectant sa contrainte budgétaire. Donc dit ainsi, vous voyez bien qu'on va réconcilier en quelque sorte les deux éléments. Alors comment identifier cette combinaison? Eh bien nous allons voir progressivement que la meilleure combinaison possible doit se situer et sur la droite du budget. Donc c'est en fait la meilleure combinaison, c'est deviner quel est le panier de biens de consommation optimal. Eh bien ce panier de biens de consommation optimal doit respecter une première propriété, c'est d'être sur la droite du budget, et en même temps sur une courbe d'indifférence accessible et qui est la plus élevée possible. Le parti pris de cette vidéo, c'est de faire avant tout référence à une logique graphique, parce que de toute façon, imaginons qu'on vous questionne sur une question à 4 points le jour J sur la théorie du consommateur, on ne pourra pas vous demander de réaliser des exercices avec des données quantitatives. Donc au pire des cas, si on vous questionne en microéconomie sur la théorie du consommateur, il est possible qu'on vous demande de réaliser une construction graphique, d'où l'intérêt de cette vidéo, de vous expliquer progressivement cette construction d'un point de vue pédagogique. Alors, pour comprendre cette vidéo, on est bien clair, il faut avoir visionné la vidéo précédente. Sinon, ça peut être effectivement compliqué pour vous. Donc, je reste cohérent avec mon exemple de la vidéo précédente où on a un panier de biens consommation qui se résume à 2 biens, du pain et du vin, donc une baguette de pain et des unités de vin. J'ai repositionné ma contrainte budgétaire que vous reconnaissez ici. Donc le prix de la baguette de pain n'a toujours pas changé, c'est 1 euro. Le prix du vin, lui aussi n'a pas changé, c'est toujours 2 euros. Et le budget est toujours le même puisque vous disposez de 10 euros. Alors imaginons qu'il existe une courbe d'indifférence U3. Voilà. Et que votre contrainte budgétaire, c'est toujours 10 euros, la question qui va se poser, est-ce que le panier de biens de consommation D, qui figure sur cette courbe d'indifférence U3, est-ce qu'il est accessible pour le consommateur? La réponse est négative. Pour quelle raison? Regardez. Au point D, c'est qu'en gros, ce consommateur désire consommer, acheter 10 unités de pain et 2,5 unités de vin. Au prix en vigueur, c'est-à-dire 1 euro pour le pain et 2 euros pour le vin, il faudrait que cet individu dispose d'un montant de 15 euros. Or, il ne dispose aujourd'hui que de 10 euros. Alors, quelle serait la solution pour qu'il puisse accéder à cette courbe d'indifférence U3? Si vous vous souvenez de la vidéo précédente, il y a une solution. C'est que son revenu augmente et que ça lui permette effectivement de pouvoir accéder à ce panier de biens de consommation qui est le panier de biens de consommation D. Et ça veut dire quoi concrètement? Son revenu doit passer de 10 à 15 euros. Alors, autre situation, j'ai toujours ma même contrainte budgétaire, j'ai une autre courbe d'indifférence que je vais appeler U1 pour mieux la dissocier de la courbe d'indifférence U3, et on est au point B. Alors, regardons les propriétés que j'ai évoquées tout à l'heure. B appartient à la contrainte budgétaire. Donc, c'est une meilleure situation que tout à l'heure. Souvenez-vous, le point D n'appartenait pas à la contrainte budgétaire initiale. Est-ce que pour autant, B peut être considéré comme le panier de biens de consommation optimal? La réponse est à nouveau non. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'avoir quoi? Un panier de biens de consommation qui appartiennent à une autre courbe d'indifférence qui va être beaucoup plus élevée, autrement dit, une courbe d'indifférence qui va être un peu plus haute que la courbe U1 et qui va venir sûrement progressivement se poser sur votre contrainte budgétaire et qui nous permettra d'obtenir un point qui appartient à la fois à une courbe d'indifférence qui va vous donner un niveau de satisfaction plus élevé
et qui appartiendra en même temps, naturellement, à votre contrainte budgétaire. Et donc, voici potentiellement le panier de biens à consommation optimale qui va se situer sur un panier de biens à consommation A. Donc là aussi, c'est arbitraire par rapport au choix de la lettre. On serait sur une courbe d'indifférence U2 et comparativement à la diapositive précédente, vous voyez que U2 vous permet d'obtenir un niveau de satisfaction beaucoup plus important. Donc, le panier A appartient à la contrainte budgétaire et il se situe finalement sur une courbe d'indifférence disponible qui est la plus éloignée. Conclusion, le panier de biens de consommation A peut être considéré comme le panier optimal. Mais attention, je vous rappelle l'idée, c'est que par rapport à U3, U3 est bien une courbe d'indifférence plus éloignée, mais le problème auquel vous faites face, c'est que la contrainte budgétaire ne vous permettait pas d'atteindre la courbe d'indifférence U3. D'accord ? Donc voilà, graphiquement et assez simplement, me semble-t-il, comment vous pouvez définir le panier de biens de consommation optimal. Passons à la seconde étape, la construction de la demande de marché. Pour comprendre et appréhender la construction de la demande de marché, il faudra passer par une étape préalable, qui est de saisir, de comprendre la construction d'une demande individuelle. La courbe de demande de marché va être une courbe qui va relier la quantité demandée d'un bien pour tous les consommateurs d'un marché au prix de ce bien. C'est ce que nous appellerons la courbe de la demande globale. Comment allons-nous l'obtenir ? Tout simplement en agrégeant, en sommant les courbes de demande individuelles, autrement dit de chaque individu. Là, vous retrouvez bien ici toute la logique microéconomique, la théorie du consommateur. Je vais observer le comportement du consommateur au regard de l'évolution d'un prix. Le choix va être à nouveau de passer par un exemple numérique assez simple. Je vais travailler, on va supposer plutôt que le marché se compose de 3 individus, A, B et C. Et un peu dans l'esprit, vous savez, de Walras, avec le commissaire-priseur, je vais envoyer des prix. Et chaque individu, en retour, va dire à ce prix-là, voilà quelle quantité je suis prêt à acheter, autrement dit, à demander. Voilà, encore exemple arbitraire. Donc, je fais des simulations, prix de 1 euro, de 2 euros, de 3 euros, de 4 euros et de 5 euros. L'individu A va me répondre qu'au prix de 1 euro, il est prêt à acheter 6 quantités. Et ici, je respecte une loi qui consiste à dire qu'au fur et à mesure que le prix va augmenter, la demande qui va être adressée va diminuer. Et remarquez que ceci est valable, quels que soient les individus A, B ou C. Je prends l'exemple de l'individu A, au prix de 1, il en demande 6, au prix de 2, simplement 4, et au fur et à mesure, vous voyez bien que les quantités demandées diminuent. Ceci est valable aussi pour l'individu B et l'individu C. Ensuite, première ligne, au prix de 1, les 32 unités demandées, à quoi ça correspond ? J'ai tout simplement agrégé, sommé les quantités demandées individuelles pour un prix équivalent à 1 euro. Donc 32 quantités demandées, c'est tout simplement 6 plus 10 plus 16. Et vous faites exactement la même opération pour chacun des prix évoqués dans ce tableau. À partir de là, la diapo suivante va simplement être une transposition graphique de ce tableau. Okay ? Ça veut dire qu'ici, je vais exprimer la demande de A. Vous voyez bien que pour donc, chaque prix, je vais y associer donc, les quantités. Donc on voit bien que la courbe de demande, il y a bien une fonction décroissante du prix. Je vais représenter ici la courbe de demande associée à l'individu B. Je vais ensuite représenter la courbe de demande associée à l'individu C. Et je vais construire sur le même plan la courbe de demande globale qui va agréger pour chaque prix les quantités individuelles. Et donc vous avez ici, sur cette dernière représentation, la courbe de demande de marché. Donc voilà comment on construit cette demande de marché sur un plan. J'aurais dû insister au début, je le fais maintenant, mais ça a son importance.
c'est sur le plan quantité en abscisse, prix en ordonnée, s'il vous plaît. D'accord, hein, quand on construit une courbe, le premier point auquel il faut prêter attention, c'est que mettons en ordonnée, ça s'appelle les prix, que mettons en abscisse, ça s'appelle les quantités. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser au déplacement le long d'une courbe de demande et au déplacement de ces mêmes courbes. Qu'est-ce qui va provoquer un déplacement le long d'une courbe et qu'est-ce qui va déplacer les courbes? Bon. Je représente un marché hypothétique, le marché d'un bien X. Donc en abscisse, je mets les quantités et en ordonnée, je mets le prix de ce bien. Donc je reformule en quelque sorte la courbe de demande. C'est bien une fonction décroissante comme tout à l'heure. Et imaginons qu'à un prix de 25 €, les quantités associées soient de 50. Je suis au point A. Si le prix diminue, passe par exemple de 25 € à 17 €, ça veut dire que les quantités, par exemple demandées, passeraient de 50 à 150 €. Ça veut donc dire que l'évolution du prix du bien considéré sur le marché va provoquer un mouvement le long de la courbe de demande. Donc, toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui va déplacer, ou plutôt qu'est-ce qui va provoquer un déplacement le long de la courbe de demande? Qu'une seule variable, c'est l'évolution du prix du bien. Je n'ai pas dit du prix d'un bien de substitution ou tout autre. Non, non, c'est bien l'évolution du prix du bien considéré. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer maintenant un déplacement de la courbe de demande? Beaucoup d'autres variables, en tout cas autres que le prix du bien. Sans être trop exhaustif, 4 facteurs principaux. Tout d'abord, les variations du revenu, les variations des prix des autres biens, ça peut être des biens de substitution, je ne sais pas, entre le thé ou le café, par exemple pour le petit déjeuner, les variations des préférences et les variations des anticipations. Bon, tout ceci est clairement expliqué dans votre cours Contalia. Je vais m'attarder sur 2 de ces 4 facteurs principaux. Je vais commencer par la variation du revenu. Donc, je suis toujours sur le plan quantité-prix. Imaginons ici que ce soit une première courbe de demande. Que peut-il se passer si toute chose égale par ailleurs, autrement dit, le prix du bien ne va pas bouger et que vous bénéficiez, pour différentes raisons, d'une augmentation de votre revenu? Eh bien, ceci va provoquer une hausse de la demande, donc toute chose égale par ailleurs. Ça va provoquer une augmentation des quantités demandées. Graphiquement, ça correspond à une translation vers la droite de la courbe D1 vers la courbe D2. À l'opposé, une diminution de votre revenu va provoquer une baisse de la demande et donc graphiquement, ceci va se concrétiser par une translation vers la gauche de votre courbe de demande. Ça, honnêtement, ça peut être des choses qu'on vous demande sur une question, je dis bien potentiellement, sans pourtant, vous voyez, y associer des données ou des formulations mathématiques. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en cas d'inflation, donc augmentation du niveau général des prix, la courbe de demande a tendance à se rapprocher de l'origine. C'est normal, c'est une fonction décroissante. Voilà. Et le cas inverse du cas précédent d'augmentation du revenu. D'accord ? Mais ce qu'il faut maintenant évoquer, c'est lorsque le prix des autres biens augmente plus rapidement que le prix du bien considéré, dans ces cas-là, il peut exister un effet de substitution. Donc, je prends l'exemple du thé ou du café, et si ce sont des produits de substitution pour le petit déjeuner, ça veut dire que si on imagine que le prix du thé double ou triple, que les personnes vont plutôt se réfugier derrière la consommation de café. Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce que ça va provoquer sur votre graphique? Ça va provoquer une augmentation. Si par exemple vous êtes sur le marché du café, donc il y aura le prix du café en ordonnée et les quantités de café en abscisse. Mais si vous supposez qu'il y a un choc et que c'est le prix du thé qui va être multiplié par 3,
ça va bien provoquer un déplacement de la courbe de demande de café. D'accord? Donc, c'est comme le revenu, hein, une translation vers la droite. Qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir deux choses. C'est que la seule variation du prix du bien considéré sur le marché va provoquer donc un déplacement et un mouvement le long de la courbe de demande. Nous avons vu aussi qu'il existait un déplacement de cette même courbe de demande et qui est associé à plusieurs facteurs, dont notamment l'évolution de votre revenu, ici ce serait une variation positive, ou une évolution du prix d'un bien de substitution, et ici ce serait le cas d'une augmentation du prix d'un bien de substitution. Alors, qu'est-ce que nous venons de voir? C'est que pour chaque bien donné, chaque consommateur va définir un niveau de consommation qui vise à optimiser, à maximiser son niveau d'utilité tout en tenant compte de sa contrainte budgétaire. Nous avons vu dans un second temps que la demande globale, la demande de marché, peut être appréhendée comme étant la somme des demandes individuelles. Et nous avons vu aussi que cette courbe de demande individuelle, mais aussi cette courbe de demande globale, a une pente négative en raison de cette relation inverse entre les quantités demandées et l'évolution des prix. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.